Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que le nouveau récit, ça en parle de plus en plus. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. Nouveaux récits. Alors, vous vous adressez à un problème global, mais quel est votre défi ou principal défi dans Ostrea ? Il y en a beaucoup, des défis. La collecte déjà peut-être ou pas du tout ? L'approvisionnement, c'est un énorme défi. C'est un défi, non pas parce que... Alors, le gisement est disponible, mais créer une structure logistique autour du gisement et intéresser suffisamment les ostréiculteurs, les mytiliculteurs ou les pêcheurs de Saint-Jacques pour qu'ils les trient correctement, ça n'existait pas forcément. Parce que nous, on demande une certaine qualité de coquillage pour pouvoir faire le matériau. Et donc, ça a vraiment demandé de développer la filière en amont pour nous permettre d'être approvisionnés suffisamment. Ça a été un très gros travail qui a été fait par Tanguy, et avec son grand frère notamment, qui connaît très bien l'écosystème en fait. Mmh. Et ce qui est super grisant, c'est que aujourd'hui, il y a une compétition qui est en train de naître autour du coquillage. C'est-à-dire que les ostréiculteurs me disent « Attends, mon truc, je paye plus 160 € la tonne, je te le vends 1 € du kilo. » Donc, c'est pas ces prix-là exactement, mais c'est marrant, en fait, de voir que très vite, les mentalités ont changé autour de ce déchet. Et ça, c'est grâce en partie au travail sur l'approvisionnement qu'on a fait et le travail d'autres entreprises qui s'intéressent aussi au coquillage. Est-ce qu'il pourrait arriver presque à vouloir produire des huîtres juste pour revendre la coquille ? Genre, en fait, on fait une huître dégueulasse, mais c'est pas grave, en fait, on va vendre la coquille. J'ai pas mal pensé ça aux huîtres. Ils ont fait ça à New York pour assainir l'eau. Ouais. Ils ont plus d'1 million de coquilles. Je me suis dit, attends, on peut peut-être s'arranger. On peut peut-être créer du matériau à New York avec le gisement disponible. Oui, on peut l'imaginer comme ça. Et ça peut vraiment être une source de capture de CO2. Après, nous, on essaye surtout pour l'instant de mapper le gisement existant et de résoudre le problème présent. Et on sait déjà réussir à résoudre le problème maintenant, c'est-à-dire de la consommation en énergie qu'on met pour enfouir les déchets ou l'agrandissement des zones d'enfouissement. Ça, c'est déjà l'objectif numéro 1. Après, pousser les ostréiculteurs à produire toujours plus pour produire plus de matériaux. Dans l'absolu, ce serait une bonne idée, mais on ne veut pas brouiller le message non plus. Ouais, je me demande parfois si le business ultime, c'est pas le business qui en génère évidemment beaucoup d'autres. Je pense souvent à l'iPhone, un premier smartphone créé par Apple et Steve Jobs, qui a créé un écosystème de business autour notamment des applications, et à l'intérieur même des applications, encore d'autres business. Et je me dis, en fait, effectivement, Ostrea, il y a quand même un truc comme ça où le champ des possibles sur l'utilisation en fait, de ces est énorme. Enfin, il est gigantesque. Ça, c'est ce que va voir très facilement, en fait, c'est ce que recherche un investisseur, c'est quelle est la taille du marché que tu adresses. Et plus ton produit peut convenir à un usage de différents marchés, en fait, effectivement, tes possibilités sont énormes et la scalabilité de ton modèle est intéressante. Bon, après, l'iPhone, c'est facile, mais c'est incroyable, cet outil. Ouais, mais ça veut dire que la scalabilité, en fait, c'est pas juste un concept dans la tech. Il existe aussi... bien sûr. En plus, nous, on est très en amont quand même dans la chaîne de valeur, puisqu'en fait, on recycle un déchet, on en fait un matériau qui est sous forme de pâte. Aujourd'hui, pour des raisons d'efficacité, on fait du 2D, donc on fait des plaques de matériaux, mais on peut partir aussi en 3D, on peut faire de l'infrastructure. Et notre matériau est extrêmement résistant. On a les performances d'un béton très haute performance. Donc, on pourrait faire, par exemple, des ponts avec, mais c'est pas du tout l'objectif pour l'instant. Ouais, bon, après, il y a aussi, pour le coup, le dimensionnement, parce que avant d'arriver à faire des ponts... Oui, il faut beaucoup de coquillage. Faut beaucoup de coquillage. Pour faire un plan de travail de 4 mètres carrés, il faut combien de coquillages ? Il te faut 200 kilos.
Et c'est beaucoup? On a la densité d'un granit ou d'un marbre, donc on va être dans les mêmes C'est poids. fou, hein. Ouais. C'est vraiment un matériau qui est assimilé à de la pierre. On parle souvent un peu du terrazzo, hein. Oui. On l'assimile beaucoup au terrazzo. Donc avec les éclats de pierre, Oui. ou donc ici de coquilles. C'est fait exprès ou vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez? Là, c'était une sorte de dimension. D'ailleurs, je crois que... Attendez. Ceux qui sont évidemment en podcast Oui. ne pourront pas le voir. Juste entendre le bruit du carton. Ouais. On va faire un peu d'ASMR. Non, en fait, c'est censé, je te jure, c'est censé être un podcast un peu sérieux. Ok, d'accord. Ouais, non, mais vraiment en plus. Hein. Et encore une fois, je parle de ma femme, mais je t'assure qu'elle est absolument fan d'Austria. Moi, je lui en ai parlé dès l'année dernière. Prochaine maison, on passe avec tout plaisir. Austria, hein, donc moi, je garde le contact. Et non, mais c'est incroyable. Et donc, c'est ce qui me permet de dire aussi qu'on essaie de favoriser un maximum pour Nouveau Récit la version aussi un petit peu vidéo. Il se passe des choses incroyables en vidéo, je tousse beaucoup. Et hop. Donc là, je sors. Mais il est magnifique, ça. Je pense que les gens là vont voir. Donc ça, c'est de l'huître avec des pigments verts naturels. D'accord. Alors, vous allez les chercher où, ces pigments? Parce que pigments, pour le coup, je suis désolé, mais c'est pas très écolo-responsable. Ça dépend des pigments. Nous, on prend que du naturel. Ouais. C'est pour ça qu'on fait pas de bleu, par exemple. Magnifique. Pourquoi? Parce Ça que n'existe les pas pigments naturels bleus tiennent pas dans le temps Ah oui? ou sont très très chers. D'accord. Donc ça, s'il y a des boîtes spécialisées sur les pigments qui font des... Donc, on a ici tous les éclats, c'est de la coquille? Oui. Après, Ok. on ne voit pas tout de la coquille. Ouais. Nous, justement, c'est un bon point que tu as partagé, c'est que là, on voit le coquillage sous une certaine fraction, Ouais. parce que ça fait référence au terrazzo. Ouais. Le terrazzo, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, Ouais. et qui fait vendre. Donc, du coup, nous, on a pris ce choix esthétique. En réalité, nous, on charge beaucoup plus, et en fait, on micronise le coquillage, donc c'est de la poudre, en fait. Et après, on va pouvoir jouer sur la granulométrie, donc la taille des paillettes de coquillage, pour faire varier l'esthétique. Donc, Ok. on peut avoir des gros morceaux, on peut dire, ah ouais, là, c'est vraiment du coquillage. Ouais. Et on peut avoir quelque chose où c'est une plaque blanche, et impossible de savoir que c'est du Ouais. coquillage. D'accord, ok. Oui, parce que, je sais pas, vous le passez en fait sous une... On a Vous des... le broyez, Ouais, on a des broyeurs, ouais. vous choisissez la taille. Oui. Et après, vous faites votre produit. Oui, parce que dans les formulations, on a besoin de plusieurs types de granulométrie, donc de taille Ouais. de coquillage, pour faire l'architecture à l'intérieur du matériau. Et comment vous le liez? Donc nous, on utilise ce qu'on appelle une matrice minérale. Il n'y a vraiment aucune matière pétrosourcée dans le matériau. Ouais. C'était un objectif, évidemment. Ouais. Et du coup, la colle, c'est du ciment qui est argileux. On est parti sur cette colle parce que ça permettait au matériau d'avoir des poids carbone qui étaient très faibles, et ça permettait aussi d'avoir un matériau qui était recyclable. Donc on peut recycler dans n'importe quelle déchetterie. On avait un peu une obsession, c'était de produire un matériau qui résout un problème, un challenge, et qui n'en crée pas un autre derrière. C'est-à-dire que ce matériau-là, en fin de vie, on sait quoi en faire, ça va être réutilisé dans l'industrie du BTP. Nous aussi, on peut le réintégrer dans notre système, mais c'était pas suffisant. Donc il y a vraiment des chaînes de collecte pour ce type de matériaux qui sont en fait de la pierre, Ouais. qui sont utilisés dans l'industrie du BTP en granulat. Pour les pigments, je passe un message. J'ai l'impression de ne faire que ça. Pili, je ne sais pas si tu connais Pili. Non. C'est une société qui a été créée par une femme merveilleuse que j'aimerais inviter ici. Et puis, J'espère qu'elle nous écoute. j'espère, ça m'étonnerait, mais j'espère. Elle s'appelle Marie-Sara Adenis. Ou Adeni, je crois que c'est Adenis. Et donc, elle travaille, son sujet, c'est le microbe. Donc, elle plaide pour la réhabilitation du microbe. Donc, elle a créé Tu des devrais être en pigments. contact avec ta petite fille. Ouais, complètement, mais j'aimerais bien en fait que Marie-Sara reprenne tous les microbes là d'Ariane, je te jure, parce que là j'en peux plus. Et donc pour créer des pigments sans avoir une seule goutte de pétrole dedans. Parce que les colorants, les pigments, Oui, les colorants, c'est différent. c'est pour le coup en fait une des choses les plus polluantes. Voilà. Oui, Au bien monde. sûr, ouais. Ouais. Nous, on a mis un peu de temps, et c'est des pigments qui coûtent très cher par rapport à Ouais. des pigments synthétisés naturellement. Vous avez trouvé combien de brevets justement pour entre les pigments, le liant, les processus d'industrialisation aussi, on va en parler un peu parce que cet enjeu-là, effectivement, de scalabilité, en tout cas de s'adapter au marché et puis essayer d'en trouver d'autres, ou en tout cas de passer à l'échelle, c'est évidemment celui de passer de l'artisanat à l'industrie. Comment vous faites ? Quels sont aussi les brevets, les innovations, sans rentrer dans les détails, que vous avez élaborés
Quels sont les objectifs aussi que vous assignez à moyen terme, on va dire. Long terme, le monde entier, à moyen terme, je sais pas. Voilà, je sais qu'il y a plein de questions un peu dans le désordre, mais comment on passe de l'artisanat à l'industrie? Quels sont les objectifs que vous fixez? En fait, Austria, c'est une boîte de recherche et développement avec une vocation industrielle. Ok. C'est quoi votre statut? C'est une SAS. Ouais, ok. Mais on investit, quand je dis que c'est une boîte de recherche et développement, c'est qu'on est fondé sur de la recherche et développement et on investit énormément d'argent. On est JEI. Ouais, vous êtes JEI. Vous avez un cabinet de conseil qui vous fait vos rescrits fiscaux et tout. Oui. Ah, ça, il faut un petit peu parce que ça coûte cher, la recherche et J'avais développement. une adresse pour vous. Donc, on dépense beaucoup d'argent dans ce secteur. Et du coup, en fait, l'artisanat, c'est plus un laboratoire qui ressemble aujourd'hui à de l'artisanat parce qu'on essaie de le faire tourner le plus possible pour honorer les commandes qu'on reçoit beaucoup. Mais en fait, très vite, on va passer à une PME, parce qu'en fait, l'année prochaine, c'est une semi-industrie, donc c'est quelque chose d'un peu plus gros. Puis en fait, très vite, on va passer à un stade indus, parce que c'est à ce moment-là on aura de l'impact. Donc, finalement, la colonne vertébrale de ça, en fait, c'est la recherche, c'est la capacité à développer son produit et l'amener du labo à l'industrie. Et après, tu construis en fait tout autour. Tu construis ton petit atelier pour honorer tes commandes, ensuite ta petite usine pour montrer que c'est industrialisable, et ensuite tu construis ton usine, et ensuite tu dis, en fait, le modèle, on le réplique. Et on y va, et on va dans le fond. D'accord. Au niveau de la propriété industrielle, ça c'est assez technique parce qu'il y a des choses que tu souhaites breveter, il y a des choses que tu souhaites pas breveter. Parce que quand c'est breveté, ça tombe aussi dans le domaine public. Absolument. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, d'où on a des parties de ce qu'on fait qui sont brevetées. Il y a d'autres parties qu'on cloisonne, qu'on garde chez nous pour s'assurer que la technologie de fabrication soit protégée. Parce que nous, on protège à la fois la formulation et à la fois les techniques de fabrication. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, on protège à la fois le produit fini, mais aussi le granulat. Comment on produit le granulat pour créer un matériau avec. Parce que ça, c'était un très gros travail de recherche. C'était comment partir d'un déchet où il y a beaucoup de matière organique, il y a du plastique, en un produit parfait pour faire des bétons haute performance. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Je sais qu'avec ces coquilles, on peut produire autre chose. On l'a évoqué un petit peu en off, notamment des routes, en tout cas des revêtements, de l'enrobé, qui ne doit pas répondre, j'imagine, aux mêmes caractéristiques que un béton haute performance. Non, nous on a... Parce qu'en fait, aujourd'hui, retraiter le déchet, ça coûte, comme j'avais partagé, beaucoup plus cher que taper dans des mines. Bien sûr. Donc, on est obligé de rester sur un produit fini à haute valeur ajoutée. En tout cas, qui se compare à des produits à haute valeur ajoutée. Ouais, pour un peu luxe, quoi. Un peu luxe. C'est quoi le prix au mètre carré de... Donc, nous, on le commercialise à 290 € du mètre carré un peu en B2B. Un peu B2B, donc tu rajoutes 30% ou 40% pour le client final. À discrétion des personnes du revendeur. qui commercialisent. Donc tu peux atteindre facilement les 500 € le mètre carré. Oui. Donc pour un plan de travail, c'est un petit peu à quoi tu peux t'attendre quand tu utilises du marbre ou du granit ou de la pierre de synthèse. Et pour le revêtement de sol, c'est super cher pour l'instant. C'est pour ça qu'on est obligé de passer des étapes d'industrialisation pour au fur et à mesure arriver sur du moyen de gamme. Tu fais tes toilettes et puis basta, quoi. Oui, un petit peu. Aujourd'hui, en fait, nous, notre stratégie, c'est... on a commencé par le mobilier parce que c'était petit et tu prends moins de risques. Ensuite, on est passé au plan de travail, beaucoup plus technique comme pièce, mais à haute valeur ajoutée. Et en fait, là, on démarre le sol. On a déjà quelques projets de sol, mais compte tenu de notre capacité de production, on le vend très cher. Et du coup, au fur et à mesure, on va pouvoir accéder à des marchés parce qu'on va pouvoir produire plus et produire moins cher. Donc réduire le coût,